Je me souviens du bruit de ma respiration avant l'accident. Lent, nerveux, le genre de respiration qu'on prend quand on essaie de se convaincre que tout va bien, même si son instinct nous dit le contraire. J'avais 17 ans et mes parents venaient de me prêter la berline argentée rouillée qu'ils entretenaient à peine. Tant que j'allais chercher ma petite sœur à son cours de danse et que je la déposais au salon après, c'était toujours comme ça. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'étais la fille de course, le chauffeur gratuit, le plan de secours quand tout le monde avait des plans. Et pourtant, même en sachant cela, j'ai quand même dit oui parce qu'une partie de moi voulait quand même être remarquée. Je voulais toujours que ma mère me dise merci, ma chérie, au lieu de dire « ne sois pas en retard ». Ces cheveux sont plus importants que tes excuses. Mais ce soir-là, il a plu. Pas une fine bruine. Je parle de pluie torrentielle. Les routes de notre ville étaient inondées à toute vitesse, et les pneus de la berline n'avaient plus de bande de roulement. Papa n'a jamais pensé que c'était urgent. J'étais à 5 minutes du salon quand le monde a basculé. Un mauvais virage, un frein manqué, un éclair de phare. Le cri ne m'a jamais quitté. Le métal a hurlé plus fort. Le verre s'est brisé. Mon bras a heurté le volant. Quelque chose a craqué. Puis le silence. Je me suis réveillé avec du sang dans la bouche et la jambe gauche engourdie. Le côté passager était écrasé, me piégeant. Mon téléphone avait été projeté quelque part sous le siège. L'airbag m'avait brûlé la poitrine. Je me souviens avoir pensé « ça y est. Voilà comment je vais mourir dans la voiture que mon père n'a jamais révisée, en essayant d'emmener ma sœur à son foutu rendez-vous chez le coiffeur. » Mais j'ai revu les phares. J'ai cligné des yeux à travers le flou. Une voiture approchait. Le SUV de mes parents. Soulagement. Pendant une demi-seconde, j'ai cru être sauvé. Ils se sont arrêtés. Ma mère a bondi, non pas vers moi, mais vers le côté passager où Émilie, ma sœur de 15 ans, était assise en pleurs, mais indemne. « Elle va être en retard », a crié maman. « Je t'avais bien dit que cette voiture était une épave », a aboyé papa en examinant le capot froissé. Ils ne sont pas venus à mon secours. Même pas quand j'ai gémi. Même pas quand j'ai pleuré. Je crois que j'ai le bras cassé. Émilie avait une égratignure sur la joue. C'est tout. Mais maman était déjà en train de lui dégager les cheveux du visage et de la tirer vers le SUV. On ne peut pas rater le rendez-vous. Il facture des frais si on a plus de 10 minutes de retard. J'étais toujours là. Coincé, toujours en sang. « Papa », murmurai-je faiblement. « S'il te plaît, aide-moi. Je ne sens plus ma jambe. » Il m'a regardé une fois, une seule fois, et m'a dit « Si tu as pu te retrouver dans un accident, tu peux trouver comment t'en sortir. » Ils sont partis. Ils m'ont laissé là, en sanglotant, coincé, la pluie battante sur le pare-brise brisé. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force. Je ne sais pas d'où venait le volant, mais j'ai détaché ma ceinture en sanglotant et je me suis traîné sur les éclats de verre jusqu'à la portière passager, je l'ai ouverte d'un coup de pied avec ma jambe valide et j'ai rampé sur le bord de la route comme un animal mourant. Un étranger. Une femme d'une 50aine d'années est arrivée 20 minutes plus tard et a appelé le 911. J'étais aux urgences depuis 6 heures. Un fémur fracturé, une épaule luxée, de profondes entailles aux côtes. Ils ont dû me mettre sous sédatif juste pour me recoudre. Et quand je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, mes parents n'étaient pas là. Ils ne sont pas venus. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni avant que l'hôpital n'envoie une facture pour mon traitement et exige la signature d'un tuteur. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, ma mère est entrée avec un gobelet Starbucks et m'a dit « Tu vas devoir payer. Tu sais, on n'est pas riche. » Papa a simplement croisé les bras et a murmuré « La prochaine fois, tu conduiras peut-être plus prudemment, Émilie. » Elle a posté une photo du salon sur Instagram ce soir-là, avec la légende « Au milieu d'un drame d'accident de voiture, mais j'ai quand même les boucles. » Et le commentaire « Ta famille est emblématique. Tu es génial, même dans le chaos. J'espère que ta sœur va bien, mais tu as mangé. » Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que j'avais failli me vider de mon sang, car personne ne voulait rater une éruption. Et c'est à ce moment précis que j'ai cessé d'être leur fille pour devenir autre chose. Une tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Et cette fois, ce sont eux qui seraient coincés. La convalescence n'a pas seulement été lente, elle a été humiliante. J'ai dû rester 6 semaines en centre de rééducation, car mes parents ne voulaient pas s'occuper de moi à la maison. Ma chambre s'est transformée en un placard à débordement, d'après ma sœur, qui a posté une visite sur TikTok alors que j'étais encore en fauteuil roulant. J'ai assisté à la scène depuis mon lit de rééducation, les larmes aux yeux. Quand je suis finalement rentré chez moi en boitant, l'épaule toujours sous attelle, les jambes cicatrisées et raides, il n'y avait pas de bienvenue, pas de ballon. Non, on est content que tu sois en vie. Juste Émilie qui hurlait. Burke, ça veut dire qu'elle est déjà revenue? J'utilisais son bureau.
Et maman. Elle a pointé la table du doigt et m'a dit, « Ne tâche pas les coussins. Ils sont neufs. » J'ai alors compris que je n'étais pas leur enfant. J'étais un fardeau qui n'était pas mort à l'heure prévue. Alors je suis restée silencieuse. J'ai joué la bonne fille. Je cuisinais, nettoyais, et même pliais le linge d'un seul bras, alors que mon corps me faisait encore mal. Mais j'ai écouté. Et ce que j'ai appris a tout changé. Ils avaient souscrit une petite assurance vie pour mes 16 ans. Rien de suspect, juste une de ces alternatives au fond d'études, disait-il. Mais après l'accident, ils ont essayé de l'encaisser. De mon vivant, l'hôpital a rejeté la demande, mais cela expliquait tout. Ils avaient prévu mon départ. Et après avoir survécu, je suis devenue gênante. Alors, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à planifier. J'ai trouvé un emploi dans un centre d'appel à 3 villes d'ici. J'ai économisé jusqu'au dernier centime. J'ai déménagé sans un mot à 19 ans. Je me suis inscrite à des cours en ligne, j'ai suivi des cours du soir et j'ai fait des petits boulots. J'ai loué une chambre à un gentil professeur retraité qui connaissait mon passé, mais qui ne s'est pas inquiété. Et 5 ans plus tard, j'avais 24 ans, j'étais diplômée, je suis devenue conseillère en traumatologie et je venais d'acheter l'immeuble qui abritait le salon de coiffure familial adoré de mes parents, le même endroit où Émilie avait craqué pour ses boucles la nuit où j'ai failli mourir. L'endroit où ma mère se vantait d'en posséder 50% devant son club de bridge. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'autre moitié m'avait vendu ses parts 6 mois plus tôt, discrètement, légalement, entièrement. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai attendu que maman organise un grand événement beauté printanier, un événement que le salon organisait chaque année pour attirer les influenceuses, les clientes et les réservations de mariage. Elle s'en vantait déjà dans le bulletin du quartier. Et je l'ai laissé faire. La veille de l'événement, je suis entrée avec un porte-bloc et un sourire. La réceptionniste, désormais mon employée, m'a tendu les clés. Je suis entrée dans le bureau et j'ai remplacé chaque affiche, chaque écran de réservation, chaque carte de confirmation client par une mention imprimée en gras. Événement annulé. Changement de direction. Contactez le Dr Rivers pour plus de détails. Oui, Dr Rivers. J'avais changé de nom de famille. Mais il savait. Oh, il savait qui j'étais quand je suis entrée au milieu du salon le lendemain matin, vêtue d'un pantalon noir et d'un blazer, un porte-bloc à la main. Maman est restée bouche bée. Émilie a laissé tomber son café glacé. Papa, qui était passé comme d'habitude revendiquer l'événement, s'est figé. J'ai dit calmement, vous devez récupérer vos affaires. À compter d'aujourd'hui, cette propriété a changé de propriétaire, et vous n'êtes plus sur le bail. Mais c'est notre salon, hurla maman. Plus maintenant, dis-je. Et si on pense à une intrusion, les caméras que je venais d'installer disent le contraire. Émilie sortit en trombe, en pleurs. Papa essaya de protester. Je lui tendis une lettre de mon avocat. Maman. Elle me fixa comme si elle voyait un fantôme. Tu n'es plus notre fille. Elle siffla. Je souris. Apparemment, je ne l'ai jamais été. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je n'insultais pas. Ce n'était pas nécessaire. Il m'avait déjà fait saigner. Maintenant, je les laissais abasourdis et sans importance. Après les avoir expulsés du salon, on aurait pu croire que ce serait la fin. Mais les narcissiques ne se laissent pas faire sans réagir. Ils se laissent simplement apitoyer. En quelques jours, mes parents ont commencé à raconter à tout le quartier que j'étais devenue folle, que j'étais vindicatif et mentalement instable, et qu'ils les attaquaient à cause d'un malentendu d'enfance. Ils disaient à tout le monde que j'étais toujours dramatique et que l'accident de voiture n'était qu'un accident. Il n'avait rien à voir avec Émilie. Elle est allée sur les réseaux sociaux et a posté une vieille photo de moi avec la légende. Certaines personnes ne guérissent jamais. Elles ne font que blesser les autres. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais tout documenté. Les papiers de sortie de l'hôpital, les enregistrements audio du 11 septembre de la femme qui m'a trouvé, la lettre de refus de la compagnie d'assurance après qu'ils ont tenté de récupérer mon assurance vie de mon vivant, des captures d'écran de SMS, de mai, tout. Et maintenant, j'avais un public. Grâce à mon travail de conseillère en traumatologie, j'avais discrètement développé un blog et suivi une communauté privée, mais grandissante, de personnes ayant des parents narcissiques. Des milliers de femmes avaient vécu la même chose que moi. Pire encore, lorsque j'ai publié mon histoire anonymement, elle est devenue virale en 2 jours. Et puis j'ai laissé tomber les reçus. Pas de nom, pas de détails permettant de les identifier, mais suffisamment de preuves pour que les gens commencent à se demander. Qui laisserait son enfant en sang dans une voiture pour prendre rendez-vous chez le coiffeur? Qui tente de toucher une assurance vie sur sa fille encore en vie? Qui fait ça? L'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Même les médias locaux l'ont reprise grâce à un blog anonyme d'un lanceur d'alerte. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Leurs amis ont cessé de les appeler.
Leur groupe religieux les a discrètement retirés de l'annuaire. Leur licence de salon a expiré et n'a jamais été renouvelée. Il était désormais sous le coup d'une inspection publique. Les clientes ont disparu. L'empire de la beauté s'est effondré. Et moi? J'ai ouvert une nouvelle clinique dans ce même bâtiment. Un centre de thérapie des traumatismes gratuit pour les adolescents ayant survécu à la négligence ou aux abus familiaux. Le nom sur la vitre, la salle de résilience. Le jour de l'ouverture, j'ai prononcé un discours. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, un jour, j'ai saigné dans une voiture pendant que mes proches se précipitaient à un rendez-vous. Aujourd'hui, je détiens les clés de l'espace pour lequel ils m'ont laissé mourir. Alors, si vous avez déjà été abandonné, blessé ou réduit au silence, cette salle est pour vous. Il y avait des larmes dans le public. Je me suis reconnu dans tant d'entre eux. Et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. Je devais juste ne jamais devenir comme eux. Des mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'Émilie. Pas d'excuses, juste de l'amertume. Qu'est-ce que ça fait de ruiner sa propre famille? Écrivait-elle. J'ai souri, car en vérité, je n'ai pas ruiné une famille. J'en ai échappé à une et j'ai construit quelque chose de meilleur avec les morceaux qu'ils ont laissés derrière eux.